Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 27 novembre 2018, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, les vinyles ont toujours la côte. Nous en discuterons avec Thierry Velter, le président de GAM Annecy. Je recevrai ensuite monsieur Jacques Nérinck, auteur du livre Le secret des Suisses. Et en fin d'émission, nous découvrirons Alan Vattier, un jeune réalisateur voyageur. Mais avant tout, les titres du journal avec Fanette. Salut Seb. Salut Fanette. Alors, ce soir dans le journal, on va parler d'une mairie qui récupère la compétence de la Poste. Voilà, en fait, les bureaux de poste, tu le sais sans doute, sont très régulièrement fermés en milieu rural, en montagne. Et donc, certaines mairies, pour garder un service de proximité, décident d'ouvrir elles-mêmes leur propre bureau postal. Et donc, c'est le cas dans le Pays de Gex à Chevry. Donc, c'est un bureau financé à 100% par la mairie. Et c'est un reportage de Jean-Paul Crespi. Et puis le début de ta série de la semaine, tu as choisi de t'intéresser au vinyle, au renouveau du vinyle. Voilà, une petite plongée dans ce marché qui est en pleine expansion, plus 50% de croissance chaque année depuis 7 ans. Donc ça fait envie, je suppose, à beaucoup de secteurs économiques. Et donc on verra le portrait de 3 entreprises dans cette série. Ce soir, on commence avec GAM Annecy, donc ton invité. L'entreprise vient de lancer un site internet dédié au grand public et 100% vinyle. Donc voilà, un pari sur l'avenir. On passe à notre petite revue de presse quotidienne. On commence avec un article du Monde sur le Mont Blanc qui continue malheureusement de fondre. Voilà, c'est un article paru dans Le Monde ce week-end. Le quotidien revient sur la fonte des glaces dans le massif du Mont Blanc. Les 3 étés de canicule 2015, 2017 et 2018 ont constitué une accumulation dévastatrice pour le permafrost. Peut-on lire un permafrost qui assure en fait un rôle de ciment. Donc les blocs rocheux se retrouvent déstabilisés. Les risques d'accident sont donc de plus en plus fréquents et importants. Selon Ludovic Ravanel, qui est géomorphologue et chercheur au CNRS, le métier de guide est l'un des métiers les plus impactés par le changement climatique. Les guides doivent adapter leurs pratiques, les lieux de leurs pratiques, éviter par exemple certains endroits en plein été où du coup les chutes de blocs peuvent être très fréquents, etc. Y aller plutôt au printemps. Donc voilà, un article de fond assez intéressant. Tu as trouvé un dossier complet sur la vallée de Chamonix dans Alpes Magazine. Voilà, donc là on parle côté montagne, mais côté plaisir, découverte avec le dernier numéro d'Alpes Magazine. Le magazine propose effectivement une plongée dans la vallée de Chamonix. C'est tout le temps des portraits, il y a tout le temps des très belles photos et des portraits très humains à découvrir. Donc là on voit portrait côté Valorcine, qui est un Chamonix plutôt humaniste, un Chamonix au féminin aussi, tu sais que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et puis il y a aussi une plongée dans le 27e bataillon de chasseurs alpins, donc des soldats qui sont habitués à se balader avec 30 kilos sur le dos quand il fait moins 30 degrés, avec toujours de très belles photos. Donc voilà, une lecture sympathique à l'approche des vacances. Des vacances. Des vacances. Ah oui, non, vacances. Et toi, on va parler de la Suisse, qui est la capitale du vin. Oui, une bonne nouvelle mondiale pour les amateurs de bon vin. Je sais qu'il y en a pas mal à Huit-Mont-Blanc. Genève a été choisie pour accueillir le 42e congrès mondial de la vigne et du vin. Ça se passera du 15 au 19 juillet 2019. Environ 600 délégués provenant des 47 pays membres de l'organisation de la vigne et du vin participeront à ce congrès. C'est un congrès avant tout scientifique puisque les travaux vont s'articuler autour de 4 grands axes: la viticulture, l'œnologie, l'économie, le droit, la sécurité et la santé. Pays de tradition viticole, la Suisse se voit ainsi à récompenser. Et puis un chef récompensé. Oui, également. Le classement 2019 des 100 chefs établis par la profession a été dévoilé. Alors le vainqueur, il s'appelle Arnaud Donquel, chef de la Vague d'Or à Saint-Tropez, qui a été donc élu meilleur chef du monde par ses pairs. Mais les pays Savoie s'en tirent plutôt bien, puisque Emmanuel Renaud, chef du Folconsel, du côté de Megève, obtient une très belle 7e place. Il a posté une photo sur son compte Instagram pour remercier notamment toute son équipe. C'est la 5e fois consécutive qu'Emmanuel Renaud se figure dans ce classement. C'est donc une récompense de plus pour le chef étoilé. Donc bravo à lui et à ses équipes. Merci, ça va. Merci Fanette, à tout à l'heure. Allez, on passe à notre rubrique Actu pour commencer ce défilé des invités. Monsieur Thierry Velter, installez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Alors, vous êtes le président de GAM Annecy. Tout à fait. Vous me voyez. GAM pour groupement d'achat des médiathèques, puisque Oui. vous êtes aujourd'hui le leader français des ventes de CD et vinyles en médiathèque. Oui, c'est ça. C'est une entreprise qui existe depuis 30 ans, que j'ai rachetée il y a 2 ans et qui m'a beaucoup intéressé par toute la dimension culturelle, effectivement. Et on a la chance. J'ignorais qu'il y avait une pépite, en tout cas dans le domaine de la musique, qui m'intéresse beaucoup. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, malgré tout ce qui se dit, est-ce que le marché des CD, des vinyles se porte bien aujourd'hui, en 2018 ? En fait, sur l'ensemble de la musique, déjà, il y a eu des années sombres qui sont maintenant plutôt, ça se remet dans le vert, sur l'ensemble de la musique qu'on appelle enregistrée.
En France, aujourd'hui, il y a la moitié qui sont en streaming des ventes. Et après, vous avez le CD, c'est à peu près 40%, et enfin le vinyle, c'est 10%. Et là-dedans, le streaming augmente, le CD a tendance à décroître, et le vinyle est en pleine explosion. Comment on peut expliquer justement le fait que le vinyle ait été remis au goût du jour? Alors, il n'a jamais été abandonné par ses fans, effectivement. Les vrais ont toujours été fidèles. Absolument, pendant des années, ce qui fait qu'il y a toujours eu une production. Parce qu'en fait, un support musical s'arrête quand, notamment les majors, où il n'y a plus de sortie de disque. Mais là, le vinyle a continué à exister. Et puis, ce qui a alimenté la croissance, c'est notamment qu'il y a un acheteur sur deux qui a moins de 25 ans. Il y a même, sur les 13-14 ans, 10% d'entre eux qui achètent des vinyles. Donc c'est un public relativement jeune. Absolument. Et donc, je pense que c'est une volonté du retour au physique. Et il y a beaucoup d'éléments. Il y a l'élément visuel, déjà. Il y a une expérience de son qui est complètement différente. Il y a aussi le respect pour une œuvre. C'est-à-dire que quand vous allez sur YouTube, vous allez faire une première chanson. Oui, mais c'est-à-dire que vous allez une première chanson, puis une deuxième qui est peut-être du même artiste avec un peu de bol, puis une troisième qui n'a rien à voir. Et au bout de 10 fois, vous ne savez même plus pourquoi vous êtes entré là. Si vous avez un album, vous l'écoutez, il raconte une histoire. Et donc, vous l'écoutez du début à la fin et vous écoutez la troisième chanson au moment où l'artiste a voulu qu'elle soit. Alors, vous avez lancé fin juillet Vinyl Corner, un catalogue en ligne de vinyle avec plus de 2000 références. Oui, on a voulu effectivement accompagner un peu ce développement. Et puis, au-delà de ça, pour moi et puis pour nous dans l'équipe, la création artistique est très importante. Et aujourd'hui, le streaming a tendance à menacer ça. C'est bien en tant que consommateur, mais ça délivre très peu de revenus pour les artistes. C'est-à-dire qu'un artiste, pour toucher 500 € de droits d'auteur, doit être entendu 1 million de fois. Et enfin, il n'y a que 1% des artistes qui touchent 98% du revenu. Et l'avantage du physique, c'est qu'il y a beaucoup plus de droits d'auteur pour l'artiste. Et donc pour nous, c'est un encouragement à la création artistique. Et d'ailleurs, dans le site, on a voulu mettre à l'honneur des outils de recherche des artistes qui se produisent eux-mêmes. Ça répondait à une certaine demande? De la part des clients? Oui, parce qu'en fait, on a la chance, si vous voulez, il y avait 3 éléments dans l'entreprise qui est Gamme. C'est offrir le plus grand choix possible à nos clients médiathèques. C'est aider effectivement les jeunes créateurs. Et puis aussi une dimension environnementale, durable. Et dans le site, en fait, on a simplement dupliqué ces 3 éléments à ce site vinyle. Donc on offre 15 000 références à acheter, ce qui fait de nous un des 3 entre Amazon, Fnac, on n'a que des tout petits concurrents. Donc Amazon, Fnac et nous-mêmes, on est les seuls à pouvoir aligner autant de références. Donc ça, c'est le point 1. Le deuxième point, c'est ce que je vous disais, c'était de pouvoir mettre en avant des artistes qui se produisent eux-mêmes. C'est par exemple aussi un partenariat avec la manufacture de vinyle, puisqu'on a leurs produits à vendre. Et puis aussi une dimension environnementale, parce que c'est bien de faire la vente à distance, mais ça pollue. Et on est dans un endroit qui est merveilleux et on voit aussi les problèmes que pose la pollution. Et donc c'est pour ça que, pour que ce soit durable, on s'est inscrit aussi dans un mouvement qui s'appelle 1% pour la planète. On fait de la compensation carbone. Oui, au sein même de l'entreprise, vous avez une vraie démarche éco-responsable. Tout à fait. Avec aussi une collecte. Avec aussi, on propose à nos clients effectivement de collecter les anciens vinyles pour les proposer à la manufacture de vinyle et qu'ils donner une deuxième vie. Quel retour vous avez justement sur la viabilité de Vinyl Corner là, depuis le mois de juillet? Pour l'instant, on est très content. On a démarré le 3 septembre. On se disait, quand est-ce que ça va démarrer? Ça a démarré très très vite. Une commande tous les 2 jours, et puis le mois d'après, tous les jours. Et puis maintenant, on est à 7-8 commandes par jour. On a des clients qui nous achètent plutôt 3-4 vinyles en même temps. Donc on est plutôt très heureux du retour de nos clients. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? C'est un site assez basique, j'imagine, on fait sa commande. Alors les choix qui sont proposés, vous avez effectivement un outil de recherche, bien sûr. Vous me dites, voilà, je veux tel album et puis vous le trouvez. Après, on a aussi là voulu mettre l'expertise, puisque dans l'équipe, on a 5 discothécaires qui sont là pour chaque fois qu'il y a un nouvel album, en extraire toutes les informations pour ensuite les remettre sur le site, et aussi pour dire à quel type de musique ça appartient. C'est-à-dire que dans beaucoup de sites, vous avez jazz, rock, mais dans le rock, il y a plein de... Voilà, donc on essaye de... Donc ça, c'est une deuxième façon de choisir. Après aussi, les produits, par exemple, tels que vous évoquez, les autoproduits. Donc on a les nouveautés, bien sûr. Donc on a de nombreux moyens d'entrer pour trouver un produit.
Après, on propose des accessoires pour disque vinyle. Parce que quand vous avez un disque, il faut le nettoyer, il faut le stocker. Il se trouve que Gamme a racheté une entreprise au 1er juillet qui s'appelle Rock'n'Roll, qui est une entreprise du coin, et qui vend depuis 12 ans des accessoires pour disque vinyle à Fnac. Donc c'est un deuxième produit. Après, on a construit aussi des packs, c'est-à-dire pour ceux qui démarrent, une douzaine de vinyles qui sont à la sélection notamment de Guillaume Trézalé qui porte ce projet. Et encore aujourd'hui, on en a vendu un. Donc voilà, on a tout un univers, mais 100% vinyle. Vous évoquiez le son tout à l'heure. Oui. En quoi c'est différent le son d'un vinyle? C'est une expérience qui est plutôt effectivement analogique et pas numérique. Et puis, je dirais que c'est ce que les gens prêtent au son. On considère que c'est une expérience qui est plus proche de celle du concert. Voilà. C'est pour ça qu'il est considéré comme différent. Il y a le grésillement pour les plus anciens, effectivement. Vous êtes optimiste pour la suite du vinyle là, dans les années à venir? Plus qu'optimiste, j'ai des certitudes, parce que le marché est en croissance de 50% par an depuis 7-8 ans. Ce qui est le plus important, c'est qu'effectivement, il y a 150 000 à 200 000 platines qui se vendent, donc forcément aussi pour être écouté après. Et puis enfin, aussi bien les grands opérateurs comme les Universal et autres sortent beaucoup plus d'albums. En début d'année de cette année, il y avait 200 sorties par mois. Il y en a maintenant 600 à 700 nouveaux albums par mois, donc il y a une offre très importante. Et puis les opérateurs, vous allez à la Fnac par exemple, entre le début de cette année et aujourd'hui, vous voyez déjà que on est pratiquement à la moitié du rayon, si ce n'est pas plus, qui est représenté par du vinyle. Donc là, je suis sûr. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle pour les artistes. Merci beaucoup Thierry Velter. Longue vie à Gamme, longue vie à Vinyl Corner. Et je rappelle, ce soir, premier épisode de la série de Faned consacré à votre entreprise. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre la régie et on enchaîne avec le choix de la rédac. Avec monsieur Jacques Nérinck. Installez-vous, je vous en prie. Je vais très bien, je vous remercie. Alors, monsieur Nérinck, vous êtes ingénieur de formation, chercheur, ancien professeur à l'École Polytechnique de Lausanne. Vous avez également été conseiller national. Bref, vous connaissez votre sujet. Vous venez de sortir votre dernier ouvrage, que je vais montrer à la caméra, qui s'appelle Le secret des Suisses. Vous me disiez, avant l'émission, là, on est en plein dans l'actualité? Tout à fait, parce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est une révolte populaire. C'est une révolte populaire qui se produit sur la voie publique, puisque les gens ne peuvent pas s'exprimer dans les zones. Je rappelle que dimanche passé, les Suisses se sont prononcés sur 3 objets, et que dans le courant de l'année, ça leur arrive une douzaine de fois. Et donc, on ne peut pas faire voter une loi au Parlement si le peuple n'est pas d'accord, puisqu'il peut la défaire. Et donc, c'est finalement lui le souverain. C'est l'équivalent du roi. En quoi la Suisse est-elle secrète aujourd'hui? Ce qui est secret, c'est que les gens de l'extérieur ne le comprennent pas. Parce qu'il ne suffit pas de dire les Suisses se méfient du pouvoir, ils sont collectivement le souverain. Encore faut-il que ceux qui les représentent, et par exemple le gouvernement, comportent des représentants de tous les partis. Sinon, ils vont faire des propositions qui inévitablement vont se casser la figure. Et donc, il faut accepter ça aussi. Il faut accepter une division des ressources en 3, entre la Confédération, les cantons, les communes. On doit accepter une concurrence entre les cantons. Il y a des cantons qui sont plus favorables au point de vue fiscal que d'autres, qui attirent des entreprises. C'est un secret qui date de 7 siècles. Justement, le fait que les cantons aient autant de pouvoir, indépendamment de Berne, est-ce que ça joue aussi dans ce côté, c'est une nation à part? Oui, tout d'abord, il n'y a pas de nation suisse. Il y a 4 nations, si vous comptez les langues, il y en a 26 si vous comptez les cantons. Je crois que ce que la Suisse réussit à faire, et c'est le secret c'est de dire nous ne sommes pas une nation, mais nous réussissons à faire nation. À faire comme si nous étions une nation. C'est très exactement le problème de l'Europe. L'Europe doit devenir une nation et seuls les Suisses ont le secret. Et le secret est assez simple. Dans un débat quelconque, en commission ou dans la vie associative, à la fin du débat, il y a quelqu'un qui dit « Je ne suis toujours pas d'accord avec vous, mais je vais me rallier à votre proposition par gain de paix ». Et c'est ces 4 mots, par gain de paix, qui sont le centre du secret. À l'heure du Brexit, quelle est la place de la Suisse en Europe? Mais la Suisse ne rentrera pas en Europe, parce que l'Europe, pour l'instant, donne un spectacle assez chaotique.
Mais la Suisse a besoin d'Europe puisqu'elle Et exporte. est-ce que l'Europe a besoin de la Suisse? Non, non. De la même façon que l'Europe n'a pas besoin de la Grande-Bretagne. Elle pourrait parfaitement s'en passer. Et donc, dans ce rapport de force entre la Suisse et l'Union européenne, les Suisses devraient être plus accommodants qu'ils ne le sont. Alors, le sous-titre du livre, c'est « Le goût du consensus ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Suisse, on ne fonctionne que par consensus? On ne fonctionne que par consensus. Si vous obtenez une marge qui est trop étroite, c'est clair que l'affaire n'est pas réglée. Et qu'il vaut mieux, à certains moments, ne pas gouverner que mal gouverner. Il faut attendre, il faut donner du temps au temps. Et s'il n'est pas urgent de légiférer, alors on peut dire qu'il est urgent de ne pas le faire. Alors justement, en parlant de personnes qui gouvernent, vous l'affirmez dans votre livre, la Suisse est une exception. Et pourtant, récemment, les hommes politiques n'ont pas été épargnés par les affaires. Je pense notamment à l'affaire Pierre Maudet ou encore à l'affaire des notes de frais, finalement comme beaucoup d'hommes politiques dans les autres pays finalement. Non, parce que si ces notes de frais de Pierre Maudet avaient été imputées à un ministre en France, on n'en aurait même pas fait attention. Vous pensez? Non. Il a reçu des subsides, mais c'est libre pour les partis. Les partis peuvent recevoir tous les subsides. Il n'a rien commis d'illégal. Il a menti, il a dissimulé. Mais c'est une affaire qui fait tâche et dont on parle parce que c'est une affaire extrêmement rare. Comment expliquer justement cette différence de traitement entre les deux pays? Mais je crois que le goût de la démocratie, c'est quelque chose qui s'acquiert au terme d'une longue expérience. Les Suisses ont 7 siècles. Si on prenait les institutions suisses et si on les appliquait à la France, cela ne marcherait pas. Il y aurait un désordre, il y aurait un chaos considérable. Et donc c'est petit à petit que l'on construit ce genre de choses. Et je crois que c'est une des erreurs de l'Europe d'avoir voulu se construire trop vite. Il fallait aller plus lentement. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre-là, Le secret des Suisses? Bien, c'est parce que de métier, je suis ingénieur, je suis scientifique, je suis chercheur, et je suis tombé dans la politique vraiment par hasard, suite à une émission de télévision qui n'avait rien à voir avec la politique. Et j'ai regardé ça avec beaucoup de curiosité parce que j'ai été à la recherche de la vérité pendant 40 ans d'enseignement, et puis subitement, on me demandait de partir à la recherche du mensonge. C'est une très belle métaphore. Ces années politiques, c'est des années que vous avez appréciées, malgré tout? Oui, tout à fait, parce qu'on a une coupe à travers toutes les populations suisses. On rencontre des gens qui sont extrêmement différents, mais on est tenu de s'entendre avec eux. Si on fixait ça aux Français en disant « vous devez vous entendre concrètement sur les problèmes concrets que vous devez résoudre », je crois qu'on aurait fait un grand pas. Votre livre, il a fait parler en Suisse? Il commence, hein, il y a à peine un mois qu'il est sorti. Mais il y a eu effectivement des émissions de télévision, des émissions de radio et des articles dans les journaux. Vous en êtes satisfait en tout cas de ce livre? Je suis personnellement très satisfait parce que j'ai réussi, je crois, à expliquer ce secret. Et le secret, c'est le pouvoir, c'est nocif. Alors on a commencé cette interview en parlant des gilets jaunes français. Est-ce qu'il y aura-t-il un jour des gilets jaunes en Suisse? Jamais. C'est absolument inutile. S'ils ne sont pas d'accord avec une loi, comme les Gilets jaunes ne sont pas d'accord avec les taxes, on fait une initiative, il suffit de 50 000 signatures, c'est très facile pour un syndicat, pour un parti de ramasser 50 000 signatures, et la question vient devant le peuple, et le peuple décide. Nous venons de décider, dimanche passé, que les vaches continueront à porter des cornes. Donc selon vous, c'est le modèle suisse qui est le plus, pas le meilleur, mais le plus efficace? Je crois que c'est un système efficace, mais ça ne sert à rien d'avoir de bonnes idées et de vouloir les imposer au peuple, parce que le peuple les sabote. Il y a une phrase de Bertolt Brecht qui dit si le peuple est mécontent du gouvernement, il peut se débarrasser du gouvernement. Mais le gouvernement, s'il est mécontent du peuple, ne peut pas s'en débarrasser. Du peuple. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jacques Nérinck. À bientôt. Allez, on va parler aventure avec mon dernier invité. J'accueille Alan Vattier. Je vous en prie. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Jeune réalisateur, donc vous avez 21 ans, et vous venez de réaliser seul un film documentaire, un film qui s'intitule « Quand je serai grand ». En quelque sorte, c'est un rêve que vous avez réalisé?
Ouais, on peut dire ça comme ça. Je me suis lancé dans la vidéo il y a un peu plus d'un an maintenant. Voilà, j'ai découvert ce métier lors de mes études et puis je me suis dit, je veux partir loin, je veux faire un documentaire et j'ai réussi à faire ça, donc je suis content. Alors, on va regarder la bande-annonce et on en discute juste après. Dans mon village, nous ne pouvons pas choisir notre avenir. Nous faisons tous le même travail, celui que nos parents et nos grands-parents ont fait avant nous. Labourant les champs et cultivant la terre, nous avons tous la même vie. Dans ce village, il y a une école, mais elle est fermée, et les parents n'envoient pas leurs enfants à l'école, mais les envoient travailler dans les champs. Les enseignants qui viennent n'enseignent pas correctement, et les habitants du village n'ont toujours pas compris la valeur de l'éducation. Alors je veux apporter de l'enseignement à mon village. Je veux utiliser les choses que j'ai apprises pour les aider et qu'eux aussi puissent avoir la chance de choisir leur avenir. Alors voilà pour la bande-annonce. Quand je serai grand. Pourquoi ce titre? Parce qu'en fait, on va suivre l'histoire d'un adolescent qui est né au village, qui a un avenir complètement différent des autres enfants du village. Et en fait, le but, c'est que le téléspectateur puisse se poser la question, les enfants du village, qu'est-ce qu'ils vont devenir en fait? Est-ce qu'ils vont réussir eux aussi à être comme cet adolescent qui a eu une chance, celle d'avoir accès à l'éducation? Ou est-ce qu'ils vont faire comme leurs parents, c'est-à-dire travailler dans les champs pour pouvoir vivre? Le Népal, c'est un pays qui vous attirait particulièrement? Oui, c'est un pays qui est connu par beaucoup de photographes parce qu'on a enfin, visuellement, c'est un pays qui est magnifique. On voit les images d'ailleurs qui sont très très belles. Et puis voilà, mon but c'était d'aller dans un village très pauvre et je savais qu'au Népal, on avait voilà, encore des villages qui vivaient comme il y a très longtemps. Alors racontez-nous un peu votre arrivée sur place, comment ça s'est passé? Au village? Ouais, déjà au Népal et puis après au village. Est-ce que ça a été facile de travailler? C'était facile, j'avais mes motivations, mon objectif et je savais que c'est ce que je voulais faire, donc j'ai foncé un peu la tête baissée et trop baissée parfois. Une fois au village, j'avais la chance d'avoir cet ami qui est le héros du film, Issé Tamang, et lui, sa famille habite au village, ce qui m'a vraiment permis de m'intégrer plus facilement. Mais il y a eu des difficultés, on n'est pas forcément bien vu en tant que blanc, européen, quand on vient dans un village comme ça. Ça n'a pas été facile, mais il fallait faire les choses. Il a fallu vous faire accepter par la population? C'est ça. Il fallait faire attention. Enfin, il ne fallait pas sortir la caméra trop vite. On pouvait être vraiment mal vu. Et il fallait essayer d'être généreux, de leur montrer qu'on n'était pas là simplement pour faire un film, mais qu'on était là pour les comprendre avant de faire le film. Vous êtes parti avec un objectif bien précis ou il y a eu pas mal d'improvisation? J'avais un objectif, mais j'ai vraiment appris en fait, qu'en faisant un documentaire, l'histoire s'écrit sur place et qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent. Et donc, ouais. En tout, ce projet, il a nécessité combien de mois de travail avec le tournage, le montage, tout ce qui va avec? Vous êtes resté combien de temps sur place? 1 mois au village, 3 mois au Népal au total. Le projet a duré environ 1 an, entre vraiment les premières idées et puis la finalisation qui était la soirée avant-première au cinéma Victoria avec Sleba. Le message de ce film, c'est quoi en substance? Il y a plusieurs messages. C'est un petit peu un message où je me retrouve et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Le héros du film a décidé en fait de retourner à son village pour aider les gens de son village alors qu'il aurait pu faire d'autres métiers parce qu'il était doué à l'école, il était vraiment fort. Et il a décidé vraiment de retourner au village pour les aider et c'était un petit peu sa passion, c'était vraiment ça qu'il aimait. Et il a fait ce choix et alors qu'il aurait pu faire le choix de gagner bien sa vie ou de vivre dans le luxe. Alors j'imagine que donc 3 mois sur place, 1 mois dans le village, vous avez pu nouer des contacts, nouer des vraies relations. Qu'est-ce que vous gardez au fond de vous-même de ce voyage au Népal?
Des souvenirs. Je me souviens d'une petite fille où j'ai réussi à créer des liens avec elle, notamment lorsque j'ai donné des cours d'anglais. Elle avait un surnom qui était assez drôle. C'était, si on traduit ça littérairement, c'est Mini Concombre. Et puis voilà, j'ai réussi à tisser des liens avec cette fille et je sentais qu'il y avait quelque chose dans les regards. Et c'est vraiment un souvenir qui restera au fond. Ouais. Ils ont pu voir le film, les gens que vous avez rencontrés? Pas encore, Pas encore? mais j'y retourne. Vous y retournez déjà? En C'est mai. prévu? Ouais, non, normalement, pas sûr. Vous vous attendez à quel retour de leur part? Je sais pas, le but c'est d'essayer de créer quelque chose sur le long terme, pas de faire des one-shots. C'est pour ça que j'y retourne, c'est d'essayer, voilà, sur un long terme, leur montrer que je suis là aussi pour vivre avec eux. C'est incroyable de vivre ici et de connaître une vie là-bas, c'est ouf la différence. On sent que c'est un peu une révélation ce voyage pour vous, du haut de vos 21 ans. Oui, ça ouvre les yeux sur pas mal de choses, sur la réalité en fait, la réalité de ce qu'on vit. Il faut savoir qu'ici, rien n'est normal en fait. Alors, c'est pas votre premier film. Vous nous avez dit, vous avez commencé il y a environ 1 an. J'imagine que ce projet, ce film qui est sorti, ça vous donne encore plus envie de recommencer? Oui, on va dire une petite réussite pour un premier. Et le but, voilà, c'est de petit à petit essayer d'aller un peu plus haut, un peu plus loin et de faire des productions de plus en plus belles. Est-ce que vous avez déjà dans votre esprit des projets pour les années à venir? Je prépare un autre documentaire qui se passe au même village. On va suivre une famille et puis on va aller dans les hautes montagnes. Dans ce film, on raconte l'histoire rapidement d'un champignon, le Yarchagumba, qui leur permet c'est leur seule ressource. Et donc voilà, ça c'est un documentaire que je prépare, que j'essaie de vendre à plusieurs chaînes télé, Arte notamment. Et puis voilà, on va voir si ça se fait. Ça serait vraiment génial. Vous êtes suivi par de nombreux partenaires, des grandes marques. C'est aussi important pour vous d'être reconnu à ce niveau? Je pense qu'il faut commencer doucement, après on verra. Pour l'instant, c'est ma caméra et moi. Et puis, Et votre sac à dos? Et mon sac à dos. Et j'espère petit à petit, j'aurai une équipe. Et puis pourquoi pas des partenaires et même une chaîne télé avec qui on pourra bien travailler, j'espère. Appel est lancé. Pourquoi pas chez nous. Merci beaucoup Alan, bravo. Merci en tout cas. On rappelle, hein, si on veut voir votre film, direction votre site internet ou encore la plateforme Vimeo. C'est ça, Vimeo. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Allez, Fanette est de retour pour le rappel des titres du journal. Rappel des titres que je n'ai pas marqué, mais je me souviens, on va parler d'une poste un petit peu différente du côté de Chevry, dans le pays de Gex. Voilà, l'année dernière, 400 bureaux de poste ont fermé en France. Donc certaines mairies veulent maintenir un service postal de proximité. Donc ils ouvrent leurs propres bureaux de poste municipaux. Et donc c'est le cas à Chevry, dans le pays de Gex. Et puis direction Annecy pour focus sur la société GAM, spécialisée dans le CD et le vinyle. Voilà, on a pu le voir avec ton invité tout à l'heure. Ils viennent de lancer un site pour le grand public 100% vinyle. C'est le premier épisode d'une série consacrée au grand retour du vinyle. Je ne sais pas si tu écoutes des vinyles, toi? Non, j'en ai écouté quand j'étais enfant, mais c'est vrai que voilà. il faudrait peut-être que je m'y remette. Et la qualité est meilleure. Merci beaucoup Fanette. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal de la rédaction. À tout de suite.